Bonjour, premier cours sur on va dire la thématique de l'élastographie hépatique et donc le diagnostic non invasif des maladies chroniques du foie. Donc dans ce premier cours, on sera surtout sur on va dire l'intérêt clinique et les bases physiques. Bon, vous connaissez l'histoire naturelle des maladies chroniques du foie avec une agression chronique du foie qui va être d'origine virale, alcoolique ou par stéatopathie métabolique pour les plus fréquentes. Ces lésions chroniques vont entraîner des lésions de fibrose qui à terme va aboutir à une cirrhose qui sera dans un premier temps compensée, puis décompensée avec son lot de complications, l'hémorragie digestive sur rupture de varices, l'encéphalopathie et l'acite, et bien évidemment le risque intercurrent de carcinome hépatocellulaire dont l'incidence est plus élevée au stade de cirrhose, mais également pour les stades de fibrose avancée. Quelques chiffres d'épidémiologie, la survie moyenne d'une cirrhose compensée, c'est 12 ans, alors que si elle est décompensée, en moyenne, c'est une survie de 2 ans. Suite à une hémorragie digestive, on a 57% de mortalité à 1 an. Et concernant le CHC, donc dans la classification BCLC, les stades A, on a une survie à 5 ans qui est entre 50 et 70%, alors que dans les stades B, C, on a une survie à 3 ans qui est de 20 à 40%, et les stades D, une survie à 1 an de 10%. Donc les objectifs sont de stopper cette évolution naturelle, et pour cela, il va falloir dépister le plus tôt possible, traiter la cause, évaluer la gravité et le pronostic, et prévenir les complications. Donc on a vraiment une différentielle, hein, une balance qui n'est pas égalitaire entre le fait qu'il s'agisse d'un enjeu majeur de santé publique avec une prévalence extrême. On connaît le fléau qu'est l'alcool, l'épidémie actuelle de syndrome métabolique, et malgré les grandes avancées thérapeutiques concernant les hépatopathies virales, il y a encore 80 000 patients en France qui sont des porteurs méconnus de l'hépatite C. Le CHC, c'est le cinquième cancer le plus fréquent et la quatrième cause de décès par cancer. Avec 10% de survie à 5 ans, le pronostic n'est pas bon et 80% de ces CHC sont développés sur une maladie chronique du foie. La cirrhose, c'est 700 000 personnes en France, avec 90% des causes qui sont liées à une hépatopathie virale, à l'alcool ou au surpoids. Et bien sûr, les enjeux et les surcoûts importants liés à la transplantation hépatique. Donc, d'un côté, tout cet enjeu majeur de santé publique, et de l'autre, les moyens diagnostiques, où finalement, pour ce qui est du non-invasif, que ce soit pour le dépistage de la maladie avancée du foie, le diagnostic ou le staging de ces maladies avancées, le diagnostic de l'hypertension portale ou le diagnostic des varices œsophagiennes, il n'y a quasiment aucune technique de diagnostic non invasive. Pour ce qui est de l'invasif, on sera autour de essentiellement la ponction biopsie hépatique, les mesures de gradient de pression portosuffisance hépatique et la fibroscopie œsogastro-duodénale pour le diagnostic des varices œsophagiennes. Donc un rappel sur les stades de fibrose, classification Métavir surtout utilisée pour les hépatopathies virales et la classification NASH-CRN pour la stéatopathie métabolique. Euh, Bien évidemment, connaître le stade de la fibrose a de multiples implications. C'est elle qui va ériger, va faire le diagnostic initial, mais va nous orienter vers la conduite à tenir, le pronostic des patients, va nous inciter à initier ou pas un traitement, et ça permettra également d'adapter la surveillance. Les datas importantes, ou on va dire la sémiologie importante à comprendre, c'est que dans le métavir, à partir de F2, donc tout ce qui est supérieur ou égal au grade F2, on parle de fibrose significative. Tout ce qui est supérieur ou égal au grade F3, on parle de fibrose avancée. C'est également le cas dans la classification NASH-CRN, mais dès que l'on aura quelques septa, on sera déjà en stade F3, mais dès ce stade F3, donc F3, F4, on parlera de fibrose avancée. Alors, on l'a vu, les méthodes diagnostiques essentiellement, c'est la ponction biopsie hépatique, mais il y a de gros inconvénients à cette technique. C'est invasif, les complications sont rares, mais quand elles surviennent, elles peuvent être potentiellement graves. C'est douloureux, par conséquent, c'est pas très bien accepté dans la population générale, bien évidemment. Et puis, il y a une faible répétitivité avec des discordances inter- et intra-observateurs.
Donc, il est nécessaire de disposer de méthodes diagnostiques et pronostiques non invasives, et c'est dans ce contexte qu'a été développée l'élastographie hépatique. Alors, qu'est-ce que l'élastographie? Ben, c'est une entité médicale récente, si on prend la définition pour faire très simple de Wikipédia. C'est une méthode d'imagerie médicale qui permet de quantifier l'élasticité d'un tissu biologique dans un organe en quantifiant le module élastique ou module de Young. Deux approches pour quantifier ce module de Young, soit par l'étude de la déformation du tissu soumis à une contrainte, donc là on va imaginer un volume sur lequel on va appliquer une force qui va tenter de déformer ce volume, et bien la déformation qui va résulter de la contrainte appliquée va nous donner une estimation de ce module de Young. Finalement, ça correspond à la mesure physique quantitative du geste qualitatif de palpation du médecin. Donc voilà un premier élastogramme imagé au début des années 90. Deuxième approche pour quantifier le module de Young, c'est d'analyser la mesure de propagation des ondes de cisaillement qui vont être sensibles à la dureté. Où là, le module de Young, le module élastique, sera estimé par la formule E égale 3 ρ V carré, où ρ est la masse volumique, et on a de la chance, c'est une constante qui est proche des 1000 kg par mètre carré, et V, la vitesse de l'onde en mètres par seconde. Plus la vitesse est élevée, plus le milieu est dur. Bon, bien évidemment, c'est facile à dire, mais il y a de nombreuses difficultés techniques. Comment engendrer les ondes de cisaillement, comment maîtriser leur dispersion, comment mesurer leur propagation. Et la première équipe qui a réussi à répondre à la plupart de ces questions, c'est l'équipe de Mathias Fink du laboratoire d'ondes et acoustiques de Paris 7 Diderot, qui ont dans un premier temps montré que on pouvait engendrer une onde de cisaillement en réalisant des vibrations mécaniques d'un piston, à condition que l'excitation soit à basse fréquence et transitoire. Et puis, ils ont également mis au point un suivi de la vitesse de propagation de cette onde par un système d'imagerie ultrasonore dit ultra rapide, avec la même sonde qui émettait et recevait ces émissions à une vitesse jusqu'à 10 000 faisceaux par seconde. Donc voilà quelques images du premier FibroScan, fin des années 90, début des années 2000. Donc vous voyez avec un piston, un transducteur ultrasonore monté sur un piston, tout un outillage informatique qui allait bien avec son temps. Et Cocorico, le premier FibroScan a été créé. Alors quelques années après, il y a eu bien évidemment eu des améliorations. Une start-up a été créée suite à ces travaux de recherche, donc la boîte EcoSense qui est basée à Paris. Et donc voilà une version plus récente, même si ce n'est pas la plus récente, de FibroScan avec le piston monté sur un transducteur ultrasonore. Celui-ci va engendrer une impulsion mécanique qu'on va réaliser en regard en intercostal au niveau du lobe droit hépatique. Et on va mesurer, ce même transducteur ultrasonore va mesurer la vitesse de propagation de l'onde sur 4 cm de long entre 25 et 65 mm de profondeur, avec des résultats qui sont exprimés en kilopascal suivant la formule d'élasticité qui est égale à 3 ρ V carré. Donc les recommandations constructeurs étaient de réaliser une médiane de 10 mesures. Et la valeur représentative que l'on va donner à la fin dans le compte-rendu, c'est la médiane donc de ces 10 mesures avec l'interquartile range. On est sur des valeurs non paramétriques, non gaussiennes, donc on ne donne pas la déviation standard, mais on donne bien l'IQR qui va avec ces 10 mesures. Les valeurs obtenues sont entre 2 et 75 kPa et initialement il y avait des critères qualitatifs qui étaient ceux donnés par le constructeur, mais ils ont été depuis affinés et validés dans une étude paru en 2013 dans les pathologies et réalisé par l'équipe du professeur Jérôme Boursier, pathologue à Angers, avec des critères qualitatifs qui sont basés suivant deux valeurs essentiellement, l'élasticité qui joue, plus on a des valeurs d'élasticité hautes, plus on aura des chances d'aller vers des résultats non fiables, et l'IQR sur LSM, c'est-à-dire l'interquartile range, sur la valeur médiane. Et puis des cut-offs qui vont être établis et affinés en fonction de l'étiologie. Donc là, une petite parenthèse un peu plus, on va dire, physique. Vous avez vu que finalement, c'est une technique qui mesure une vitesse et puis on rend les résultats sous forme de
pression en kilopascal. On comprend bien que l'onde de cisaillement, elle va se propager et atteindre un point donné qui dépend exclusivement de sa vitesse de propagation. Donc on est sur des mètres par seconde. Donc on assume que la vitesse ne varie pas selon l'amplitude de la fréquence de l'onde et que donc on la convertit en kilopascal suivant la formule E égale 3 ρV carré. On utilise le module de Young dans l'élastographie ultrasonore, mais il faut savoir que en IRM, on va plutôt utiliser, à cause des bases physiques de l'IRM, le module de cisaillement, ou shear modulus, qui est exprimé en physique sous forme d'un G majuscule, et qui est égal à ce module de Young divisé par 3, à condition que le tissu est incompressible. Donc ces deux modules, le module élastique et le module de cisaillement, sont exprimés en kilopascal. Le module élastique pour tout ce qui est l'élastographie ultrasonore et le module de cisaillement pour l'IRM. Mais en théorie, on est vraiment sur la mesure d'une vitesse, donc tous devraient être exprimés en mètres par seconde. Surtout que l'équation mathématique E égale 3 ρV carré n'est pas complètement vraie en pratique si l'on commence à peaufiner. En effet, on part du principe que la densité du tissu est toujours dans les 1000 kg par mètre cube, mais c'est pas forcément vrai à la virgule près. De même, on assume qu'il n'y a pas de variation du module élastique avec la force ou la magnitude de la force appliquée, ce qui n'est pas complètement vrai. De même qu'il n'y a pas de variation du module élastique avec la fréquence de l'onde de cisaillement, ce qui reviendrait à dire que le tissu il est purement élastique, alors qu'en vérité, les tissus biologiques, ils sont tous avec une composante visqueuse, ils sont donc visco-élastiques. De même, on considère qu'il n'y a pas de variation du module élastique avec la direction, c'est-à-dire que n'importe quel tissu est purement isotropique. Et ça également, on le sait, que ça peut engendrer des petites variations car les tissus ne sont pas isotropiques mais ont une certaine anisotropie. Voilà, pour toutes ces raisons, c'est un peu par simplicité et abus qu'on emploie les kilopascals suivant cette formule E égale 3 ρV carré. Pour être puriste, il eût fallu dès le départ utiliser la vitesse, mais maintenant vous verrez que toutes les techniques qui sortent utilisent le kilopascal. Donc suite au développement de ce FibroScan au milieu des années 2000, à sa commercialisation, ça a été une vraie histoire à succès, avec, vous le voyez, quand on tape le terme liver élastographie dans PubMed, un nombre d'articles par année qui ne cesse de croître très rapidement, et on est maintenant en 2019 à environ 600 articles publiés par an sur l'élastographie hépatique. Alors bien évidemment, s'il y a autant de papiers, c'est qu'il y a une utilité clinique, et l'utilité clinique, elle est vraiment manifeste. Au départ, on était surtout sur le diagnostic ou le staging de la fibrose. Il y a eu vraiment des grosses avancées qui ont été faites, notamment quand l'HAS, en 2009, a reconnu ou a validé l'utilisation du FibroScan au diagnostic initial d'un patient qui avait une hépatite C et en affirmant que en validant le fait que si la valeur d'élasticité par FibroScan était concordante avec un test biologique sanguin, il n'y avait pas nécessité d'aller jusqu'à la biopsie hépatique, ce qui était déjà en soi une très grosse avancée. C'est également validé par l'ISE, la Société européenne des pathologies, en 2011. Puis une validation dans de nombreux articles pour le dépistage des maladies chroniques du foie, pour le suivi des patients traités de l'hépatopathie, pour un domaine important qui est la sévérité de la cirrhose. On sait à partir de quel stade un patient est cirrhotique, mais dans ces stades-là, il y a des valeurs qui sont très différentes. Entre un 15 kPa et un 40 kPa, ce n'est pas la même chose. Les patients à 40 kPa ont beaucoup plus de chances d'avoir des antécédents de cirrhose décompensée ou dans un futur proche de décompenser une cirrhose. Et puis, bon, la messe était dite quand il a été démontré que la valeur d'élasticité hépatique était corrélée au pronostic des patients avec deux papiers de l'équipe bordelaise de Victor Delédingan, un sur l'hépatite C, un sur l'hépatite B, où il y avait une corrélation flagrante entre la valeur d'élasticité hépatique au diagnostic et la survie à 5 ans des patients. Alors attention toutefois, et ce point est capital à comprendre, la valeur d'élasticité hépatique va être impacté principalement par le développement d'une fibrose hépatique. Mais ce n'est pas la seule variable, ce n'est pas le seul facteur qui va impacter sur les valeurs d'élasticité. Il y a toute une série
de facteurs confondants qui interagissent plus ou moins. Et parmi ceux-ci, on trouve la présence d'une cholestase ou également d'une congestion cardiaque, d'un obstacle post-sinusoïdal qui vont influer et majorer les valeurs d'élasticité hépatique. De même également la présence d'une inflammation, d'une cytolyse, d'une hépatite aiguë, tout ça sont des facteurs qui peuvent impacter sur l'élasticité hépatique. Donc, la valeur d'élasticité n'est pas strictement synonyme de fibrose. Et c'est pour ça que l'on déconseille très fortement de ne pas dire dans le compte-rendu le patient a 7 kPa, donc il est F2. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai à cause de ces facteurs confondants. Ce n'est pas vrai aussi pour plein de raisons statistiques et l'interprétation que l'on va faire des aires sous la courbe et des seuils qui vont être établis. La- L'élasticité hépatique, c'est une entité médicale en soi. C'est une valeur que l'on donne dans le compte-rendu. On va donner la confiance aussi que l'on a dans cette valeur, mais on n'est pas là pour dire, pour finir par donner un grade de fibrose. Après, on va interpréter cette valeur avec un ensemble d'autres éléments biologiques, cliniques. Voilà. Donc, comme nous l'avons vu, le FibroScan a été vraiment un élément déclenchant et a été pionnier dans l'élastographie hépatique, mais il a aussi, bien évidemment, quelques limites. Il faut bien comprendre que c'est un appareillage dédié, c'est-à-dire que l'on va impacter un coup pour ne réaliser que de l'élastographie hépatique, alors que c'est finalement une imagerie ultrasonore, mais il ne réalise pas d'imagerie morphologique comme peut le faire une machine d'échographie. Donc, du fait que c'est un appareillage dédié dont vont s'équiper essentiellement les équipes expertes de centres tertiaires des pathologies, il n'a pas une très grande disponibilité et il ne va rentrer finalement en compte que dans le cadre de parcours de soins spécialisés. Et au final, on peut aussi dire et admettre que c'est un examen supplémentaire chez des patients qui ont pour la plupart une indication de suivi échographique. Donc pour l'ensemble de ces limites, dans les années qui ont suivi son développement, il y a eu le développement d'une multitude d'autres techniques d'élastographie hépatique. Donc je vous les ai schématisées sous ce diagramme. Et selon qu'on les classe, si en fonction de l'onde qui est émise, si l'onde est émise suivant un régime statique ou quasi-statique, un régime transitoire que l'on appellera également élastographie impulsionnelle, ou un régime dynamique, on va avoir d'un côté de l'ancienne qui n'est plus trop utilisée maintenant, la real-time élastographie. En fonction de l'onde, si elle est mécanique, donc on aura le fibroscan. Si c'est une onde qui est émise par une technique ultrasonographique, on aura l'ARFI qui a été développée après le fibroscan, et puis les techniques d'élastographie par onde de cisaillement bidimensionnelle, avec la pionnière qui est celle de Supersonic Shear Imaging, et puis après celle de GE, de Canon, maintenant de Samsung également. Tout le monde développe ces nouveaux appareils échographiques avec une technique d'élastographie. Et puis si le régime est émis l'onde est émise sous un régime dynamique, on est sur les bases physiques de l'élastographie IRM. Alors, avec tous ces acteurs qui sont rentrés en scène, il est difficile d'y voir clair finalement. D'autant plus que vous savez comment ça se passe, hein, quand un constructeur développe une technique, il lui donne un joli nom commercial qui se rapproche plus ou moins de la base physique qui sont le support à la base de cette technique, mais sachant que ce nom peut très bien correspondre à une autre technique d'un concurrent. Enfin bon, voilà. Donc c'est assez compliqué, et sachant également que quand on publie un article scientifique, il est fortement déconseillé. On nous incite à ne pas utiliser le nom commercial, mais la dénomination, ce qui serait équivalent pour le médicament de la DCI, hein, de la dénomination commune internationale. Donc très difficile, il y a eu des guidelines récentes pour essayer d'y voir un peu plus clair.
Donc initialement, les premières années, le FibroScan était le seul, donc il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, hein. Donc on utilisait le terme FibroScan dans les publications qui sont non commerciales, et puis le terme qu'on retrouvait très régulièrement, le terme physique, la DCI, c'était transient élastographie, c'est-à-dire élastographie transitoire. Le problème, c'est que quand les concurrents sont sortis, l'ARFI, même Supersonic, ce sont également des techniques d'élastographie transitoire. Donc on a fini par trouver d'autres termes qui sont plus ou moins usités. Donc l'un des plus fréquemment utilisés, c'est VCTE pour Vibration Controlled Transient Elastography, donc élastographie transitoire contrôlée par vibration, ou Shear Wave Élastographie unidimensionnelle, ou parfois on retrouve encore le simple terme de Transient Élastographie. Puis l'ARFI, on le verra, est souvent retrouvé dans la littérature sous le terme de Point Shear Wave Élastographie, et les techniques bidimensionnelles, donc bidimensional ou 2D Shear Wave Élastographie. Alors si on regarde un peu plus dans les détails ces différentes techniques, vous avez vu sur la gauche du diagramme, on avait la real-time élastographie. Maintenant, son nom, c'est plus la strain élastographie, initialement développée par Hitachi. C'est la seule méthode qui évalue directement la déformation du tissu soumis à une contrainte. À l'opposé, au bord droit du diagramme, on a l'élastographie IRM. Pour cette technique, on doit s'équiper d'un driver qui est relié à un passive driver, c'est-à-dire une sorte de poids que l'on va mettre sur la région épigastrique du patient et qui va émettre toute une série qui va émettre une série de vibrations qui vont être après enregistrées sous forme d'élastrogramme en IRM. Donc il faut s'équiper de cette machine, mais également du post-processing d'élastographie. Donc la technique de l'IRM, de l'élasto-IRM, ce sont des vibrations mécaniques qui vont être induites par une série d'inflations-déflations de ce driver passif. Il y en a une soixantaine par seconde environ. Ça va engendrer une onde de cisaillement qui est vraiment différente des techniques ultrasonores parce qu'elle est vraiment d'allure sismique. Et on va appliquer une séquence IRM spéciale, qui est une séquence phase sensitive, qui va être synchronisée aux émissions d'ondes et qui va imaginer la propagation de l'onde via les micro-mouvements des tissus et en une vingtaine de secondes pour une coupe environ. Et puis bien là, on est sur après les bases classiques. La vitesse de propagation va être reflétée par la longueur d'onde. Et le post-traitement va générer des élastogrammes qui vont quantifier la vitesse de propagation de l'onde reflétée par la longueur d'onde et donc l'élasticité. Donc les avantages, ce sont de très bonnes performances diagnostiques. L'un des avantages marketing souvent édités, c'est que cela engendre une carte élastographique hépatique complète. Alors c'est vrai, mais bon, comme vous pouvez le voir, la résolution spatiale n'est pas encore au rendez-vous pour qu'on puisse affirmer que dans le segment 7, on est plutôt sur du 5,8 kPa, alors que dans le 8, on est sur du 5,9. C'est quand même, on n'est pas encore dans ce niveau de résolution spatiale, mais dans quelques années, pourquoi pas. Gros avantage de l'IRM, bien évidemment, c'est que ce n'est pas opérateur dépendant. Et puis, il y a tout ce qui est le stockage des données, la morphologie détaillée également de l'ensemble du parenchyme hépatique. C'est un examen qui se coupe parfaitement avec la quantification de la stéatose et du fer pour vraiment réaliser une interprétation bioquantitative complète de l'organe hépatique. Les inconvénients, bah, c'est la faible disponibilité de l'IRM, hein, encore plus pour quantifier la fibrose, car c'est du temps en plus. Ce ne sont pas des patients, pour la plupart, pour lesquels il y a une indication validée et remboursée de réaliser très régulièrement des IRM hépatiques. Et les limites, bah, c'est la disponibilité et le coût, et la longueur et la complexité relative.
Alors maintenant, on va regarder un peu plus en détail les techniques qui nous intéressent finalement le plus, celles qui sont à base d'un régime transitoire, donc les techniques d'élastographie impulsionnelle. On a vu euh, la technique où l'impulsion était d'origine mécanique. Et on va voir maintenant les techniques où l'impulsion est d'origine ultrasonore. Alors, une des premières à avoir été développée à la suite du FibroScan à la fin des années 2000, donc on est sur du 2008-2009, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'ARFI pour Acoustic Radiation Force Impulse et que maintenant on se doit de dénommer Point Shear Wave Elastography. Donc, technique développée par un laboratoire américain de la Duke University. C'est une technique qui a été implémentée en premier par Siemens sur un échographe standard, à l'époque S2000 et S3000, et avec le gros avantage d'une élastographie qui était réalisable avec une sonde d'échographie standard, la même que l'on utilise pour réaliser l'exploration abdominale et hépatique. Avec deux modes, le qualitatif et le quantitatif, qui est le nom de la DCI maintenant, Virtual Touch Quantification. Donc le principe, c'était une propagation, c'était une impulsion ultrasonore focalisée à un point donné qui allait engendrer une onde de cisaillement et une vitesse de propagation. Donc la séquence ARFI, c'est une impulsion de référence, puis une impulsion d'excitation qui va générer l'onde de cisaillement et des impulsions de suivi qui vont enregistrer la réponse à la déformation induite par l'onde de cisaillement. Et la propagation de l'onde va être mesurée dans une fenêtre centrale de 5 mm en axial sur 4 mm de profondeur, alors de part et d'autre en longitudinal, enfin en angle droit, je veux dire, de l'endroit où est mis l'onde ultrasonore. Et les résultats pour cette technique sont exprimés en mètres par seconde, donc c'est bien une vitesse qu'on mesure. Donc la technique de mesure, l'avantage c'est qu'on va sélectionner la zone de mesure sur une image échographique en sélectionnant bien sûr à distance, donc au moins 1 cm sous la capsule, euh, et à distance des gros vaisseaux. On a utilisé au départ les mêmes critères que le FibroScan, c'est-à-dire une médiane de 10 mesures. Et puis, comme pour le FibroScan, chez un patient qui est à jeun, en décubitus, le bras en abduction, ce qui va vous aider à élargir la surface intercostale. Et pour l'ARFI, c'est une technique qui est très rapide, donc on pouvait le réaliser en respiration douce. Les avantages, ben, c'est les avantages de l'échographie. On peut sélectionner et visualiser la zone de mesure et le faire donc en complément d'une exploration hépatique standard, morphologique et Doppler. De plus, c'est une impulsion qui est focalisée, donc même s'il y a de l'acide, on peut mesurer l'élasticité. Ça, c'est un avantage tout relatif car la plupart du temps, les patients qui ont de l'acide, donc une cirrhose décompensée, ont nécessairement des valeurs d'élasticité très élevées. Donc bon, voilà. Mais malgré tout, on peut le faire. Les limites, les limites, principales limites, c'est la surcharge pondérale, d'autant plus qu'il n'y avait pas, jusqu'à très récemment, de critères qualitatifs validés. Et c'est donc un problème car avec cette technique, on a finalement très peu souvent d'échecs de mesure. Elle va nous donner un résultat. Et on avait démontré ça dans un papier qu'on avait publié en 2013, c'est que si au fur et à mesure qu'on avançait dans l'augmentation en poids par le BMI de la population générale, eh bien, on avait toujours très peu d'échecs de mesure, mais des performances diagnostiques qui au départ, on voit, ça c'est les valeurs d'air sous la courbe ROC, qui étaient très élevées, assez bonnes, plus 0,90, 0,92, chez des patients qui avaient des indices de masse corporelle en dessous de 26, 27, et puis dès qu'on s'approchait du 28, on commençait à avoir une baisse des performances diagnostiques, et au-delà de 30, 32, 31, voilà, on avait une vraie chute de ces performances. C'est une technique qui ne se met pas en échec et donc il est difficile de savoir si ce que l'on va dire est fiable ou pas chez ces patients qui sont en fort surpoids. Alors ça, c'était jusqu'en 2019, car depuis, en collaboration avec l'équipe d'Angers, on avait mis au point des critères de fiabilité basés sur l'interquartile range et la valeur d'élasticité pour cette technique d'ARFI. Alors rapidement après l'ARFI, voire quasiment en même temps, on va être sur les années 2010, enfin entre 2009 et 2011, a été développé le Supersonic Shear Imaging, qui a été la première boîte à faire ce qu'on appelle du bidimensional shear wave elastography.
Donc c'est le même laboratoire, le LOA de Paris 7, qui était à l'origine du FibroScan, qui a été à l'origine de la continuité de ces travaux, qui a abouti à la création de cette boîte, donc Supersonic Imagine, qui était initialement basée à Aix-en-Provence, avant d'être rachetée cette année en 2020 par Hologic. Donc, comme pour l'ARFI, une technique d'élastographie qui est implémentée sur un échographe standard, l'Explorer, et puis dans les nouvelles versions, les Mac, Mac 20, Mac 30, et avec une élastographie réalisée par une sonde d'échographie standard. Alors, les principes techniques, ben, comme pour l'ARFI, c'est un faisceau d'ultrasons qui va être focalisé à distance pour générer une force radiaire. Cette force radiaire va entraîner un déplacement tissulaire mécanique de l'ordre de quelques microns, qu'on appelle également onde de cisaillement. Sauf qu'il y a deux innovations importantes, c'est que les forces radiaires ne vont pas être focalisées à un point donné, mais elles vont être focalisées à des profondeurs croissantes, ce qui va entraîner un ou plusieurs fronts d'onde de cisaillement qui vont se propager dans la zone explorée, et d'où le terme de deux dimensions. Et puis la même sonde émettrice va également réceptionner à très haute fréquence les données de vitesse de propagation de l'ensemble des ondes de cisaillement, tout en fournissant une image échographique standard. Donc cette technique va aboutir à une cartographie temps réel de l'élasticité pixel par pixel qui est codée en couleur dans une image superposée au mode échographique standard. Pour la technique de mesure, chaque valeur qui est mesurée au sein de la ROI est la moyenne de l'élasticité de l'ensemble des pixels de la ROI. Donc finalement, une mesure est déjà représentative de tout un ensemble de mesures de moyenne de pixels. Donc la recommandation du constructeur n'était pas d'aller jusqu'à 10 mesures, mais de se suffire d'une moyenne de 3 mesures. Alors il y a beaucoup de divergences, est-ce qu'on en fait 3, est-ce qu'on en fait 5, est-ce qu'on prend la moyenne, est-ce qu'on prend la médiane. Là je vous ai marqué moyenne de 3 mesures, mais de plus en plus on est maintenant sur la médiane de 3 mesures ou 5 mesures suivant les équipes. Ensuite, pour la technique de mesure en soi, toujours identique, en intercostal droit, chez un patient à jeun, le bras relevé derrière la tête en abduction. Et là, fortement conseillé, comme ça le temps de rafraîchissement est un peu plus long que pour l'ARFI, le temps de mesure, de réaliser de brèves apnées sans faire gonfler les poumons, hein, mais juste bloquer la respiration, on fait la mesure. Enfin, on fait les pré-réglages d'abord, bloquer la respiration, on fait la mesure, on relâche, on fait souffler. Et on fait ça plusieurs reprises, le temps d'avoir 3 mesures correctes avec un bon remplissage. C'est l'objectif, un très bon remplissage, sans pixelisation de là où on a mis la boîte. Donc là, on a vu en détail un petit peu ce qu'étaient les 3 techniques pionnières ou princeps. Il faut voir que dans les années qui ont suivi, à partir de 2014-2015, chaque grosse boîte d'échographie a développé, soit en modifiant, en rachetant des brevets, sa propre technique d'élastographie hépatique. Donc là, dans ce schéma tiré d'un article de Siglist, on a quelques détails sur les autres techniques d'élastographie bidimensionnelle, avec celles développées par G, d'autres développées par Toshiba, Philips, enfin Toshiba maintenant Canon, également Samsung, voilà. Mais finalement, ces techniques-là ont des bases physiques qui sont divergentes. Euh, on a beaucoup de données scientifiques, on le verra dans le cours suivant. On a beaucoup de données robustes sur celles qui ont été le plus étudiées. Bien évidemment, le FibroScan qui est connu depuis 20 ans, mais également l'ARFI et le Supersonic Shear Imaging qui sont maintenant analysés depuis une dizaine d'années grosso modo. Celles-ci sont un peu plus récentes. Il y a des études, il y a des bases cliniques, mais on a un peu moins de recul sur leur performance, sur la façon dont correspond leur valeur par rapport aux autres techniques pionnières. Mais tout ça, c'est du travail qui nous reste à faire et qui sera fait. Alors, une synthèse de ces considérations physiques et techniques. L'élastographie, donc, c'est une technique qui mesure les propriétés biomécaniques d'un tissu selon les forces élastiques qui vont être déployées à l'encontre d'une déformation induite. Pour toutes les techniques, l'élasticité, c'est la mesure de la propagation d'une onde de cisaillement.
Les points communs entre l'élasto-IRM et FibroScan, c'est que ce sont des ondes de cisaillement qui sont induites par des vibrations mécaniques, même si on s'approche à une propagation d'ondes d'allure sismique dans le cas de l'élastographie IRM. Sur les échographes, les ondes de cisaillement sont induites par des impulsions ultrasonores focalisées. À titre informatif, le pulse ultrasonore pour former une image échographique il est de 2 microsecondes, alors qu'il va être de 50 à 1000 microsecondes pour engendrer un déplacement mesurable, donc une onde de cisaillement. L'elasto-IRM, c'est la seule technique où la force vibratoire est sur une fréquence continue. Ce sont des impulsions pour les autres techniques, même si actuellement, enfin à l'heure actuelle, le rafraîchissement est extrêmement rapide pour la technique supersonique shear imaging, mais ce n'est pas encore du continu. Et toutes les techniques, sauf l'élasto-IRM, on va avoir une propagation de l'onde qui va être suivie et mesurée par ultrasons. Et cette prouesse est possible car la vitesse de propagation des ultrasons dans les tissus biologiques, qui est aux alentours des 1350-1600 mètres par seconde, est beaucoup plus rapide que la vitesse de l'onde de cisaillement qui, elle, est de 1 à 10 mètres par seconde. Voilà, c'est fini pour ce premier cours. Je vous remercie pour votre attention. Dans le cours qui suivra, on approfondira sur ce qui est les performances techniques, c'est-à-dire la fiabilité de ces différentes techniques, et puis bien évidemment leur performance diagnostique. Voilà, merci et à la prochaine fois.